La réalité virtuelle aujourd'hui, c'est quelque chose de plus essentiel que ça ne l'était encore il y a quelques mois. Dans le sens où, effectivement, il y a réalité augmentée, réalité virtuelle. Il faut toujours peut-être faire un peu la part des choses entre les deux. Oui, c'est encore parfois... certaines personnes font encore... mélangent encore un peu les deux concepts. Oui. Du côté de la réalité augmentée, on va avoir une couche d'éléments virtuels qui va venir en fait s'ajouter à notre réalité, mais donc on a toujours un contact avec le monde qui nous entoure, oui. Et avec ces éléments, ces informations en fait virtuelles et cette couche virtuelle qui va venir s'ajouter à notre environnement. Bien sûr. Alors que du côté de la réalité virtuelle, là on va être complètement immergé dans un autre monde en fait, un monde qui va être complètement synthétisé par un ordinateur, clairement, généré par un ordinateur. Et donc là, on n'aura plus aucun contact en fait avec le monde réel. Oui. Non, c'est sûr qu'il faut bien distinguer les deux. Maintenant, après, la frontière est un peu trouble dans le sens où maintenant on commence à avoir des lunettes de réalité augmentée, comme celles qui sont réalisées par l'entreprise en fait, de ma copine aux États-Unis, Jerry Ellsworth. Qui permettent d'être en réalité augmentée, donc quand même dans une certaine immersion, parce qu'avec les lunettes, etc., est en train de jouer sur un plateau, mais effectivement, comme tu le disais, tu n'es pas coupé du reste du monde. Et en même temps, tu as des casques comme celui-ci, de réalité virtuelle, qui sont munis de caméras, et qui permettent également, si jamais on le désire, éventuellement pour les développeurs, avoir quelque part une partie de la vision extérieure, avec tout simplement le monde virtuel qui est ajouté. Et donc la frontière, elle se trouve finalement où on met le curseur, où on va placer le curseur entre réalité augmentée, réalité et puis réalité virtuelle également. C'est ça. C'est vraiment ça un peu les différences. C'est vraiment ce continuum avec le monde réel, le monde virtuel, et alors ça dépend vraiment où tu viens de placer, effectivement. Ouais. Le truc qui... Quand on pense à la réalité virtuelle, et même à la réalité augmentée, mais à la réalité virtuelle, beaucoup de personnes, et c'est encore plus le cas avec la réalité virtuelle qu'avec la réalité augmentée, beaucoup de personnes approchent la réalité virtuelle en se disant c'est quelque chose qui est fait pour le jeu vidéo. Or pourtant, c'est absolument pas le cas, pas uniquement en tout cas le cas, parce que bien sûr on peut faire des jeux vidéo, bien sûr on peut faire des expériences hyper ludiques, mais on peut aussi réaliser des choses complètement différentes, quoi. Et d'ailleurs, de plus en plus de sociétés quand même investissent beaucoup de ressources, investissent de l'énergie et de l'argent dans des projets de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, vraiment pour leur business, pour promouvoir des services, promouvoir des produits, ou pour faire en sorte de venir ajouter quelque chose à l'expérience qu'ils font vivre. Bien sûr, et c'est de plus en plus essentiel effectivement de faire en sorte qu'après l'usage du logiciel, que ce soit en réalité virtuelle, réalité augmentée ou tout autre type de logiciel, que finalement l'utilisateur sorte de là après avoir vécu une émotion. On revient au concept d'expérience, oui. Et de faire vivre quelque chose aux utilisateurs. Tout à fait. Faire en sorte, d'augmenter en fait la rétention de l'expérience, faire en sorte qu'ils gardent un souvenir mémorable en fait de ce qu'ils ont vécu. Et ça touche aussi à l'émotionnel, au contact émotionnel que tu as avec une marque, un produit, un service. Oui, exact. Après, en dehors de la partie de ce qu'on peut réaliser dessus, donc effectivement, comme tu le disais, en fait, on peut mettre en évidence une marque, un service, on peut faire en sorte de faire de la pédagogie sur ce genre d'outils, quoi. On peut faire de la prévention, donc de la pédagogie par exemple, pour que ce soit une approche purement universitaire, que ce soit une approche en formation continue, dans l'entreprise, etc. Je prends par exemple le cas, sans jugement aucun, mais le cas de l'entreprise McDonald's, qui est organisée dans ses flux lorsqu'elle reçoit leurs nouveaux employés, de les faire passer devant un écran de télévision avec effectivement tout un film introductif qui va leur expliquer finalement ce à quoi va ressembler leur job. Quelles sont les procédures, quelles sont tout ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être remplacé par un casque de réalité virtuelle. Alors, le truc, c'est que ça ne va pas remplacer uniquement l'usage actuel, mais ça va ajouter une valeur dans le sens où on va pouvoir aussi leur dire « oui, mais
Si vous placez votre main au-dessus de l'huile bouillante et qu'il y a une éclaboussure, forcément en fait ça ne fait pas partie de nos lignes de conduite en termes de sécurité, etc. Donc c'est super dangereux. Et donc grâce à la réalité virtuelle, et ça c'est un point commun, on va pouvoir faire tester des choses aux gens, éventuellement les mettre en danger, pour que l'apprentissage soit plus fort, mais quand on dit les mettre en danger, finalement, c'est les faire vivre une expérience qui, derrière, ne leur fera pas du mal physiquement, juste créera l'émotion, en fait. Et ce sera suffisant pour que le cerveau finisse par imprimer, en fait, que non, ça n'est pas bien de mettre sa main au-dessus de l'huile bouillante, quoi. C'est certain, que ce soit pour des règles de sécurité, des règles d'hygiène, c'est des points qui sont super importants du côté de l'ORECA. Tout à fait. Du côté du monde industriel aussi, il y a l'utilisation des machines. Et donc, quelque part, c'est de la sensibilisation. Bien sûr. Et c'est faire en sorte que les gens soient conscientisés en fait, des risques liés à l'utilisation de certaines machines. Voilà, aux risques liés à leur métier finalement, et qu'ils le vivent réellement plutôt que juste suivre soit une vidéo ou d'entendre quelqu'un parler et réciter toutes les règles de sécurité. Bien sûr. C'est quand même beaucoup plus impactant et on augmente vraiment la rétention quand on vit quelque chose plutôt que de juste l'entendre. Tout à fait. Faire les choses, ça va être beaucoup plus... Ça va être définitivement imprimé dans le cerveau de la personne. Et en plus de la partie apprentissage, il y a aussi la partie test. C'est-à-dire qu'on peut positionner la personne, le nouvel employé par exemple, dans une salle de restaurant où il va devoir réaliser une tâche commune qu'il devra réaliser par la suite, ou bien lui demander de passer, je ne sais pas moi, de faire en sorte de manipuler du verre par exemple, etc., etc. Et donc le laisser faire jusqu'au bout, et le laisser vraiment comme s'il était en réalité dans la pièce en question, le laisser faire et analyser la façon dont la personne a pu se comporter et a pu respecter, oui ou non, les règles de sécurité. Est-ce qu'il a été soumis à une pression parce qu'il y avait un décompte à côté de lui, etc. Et c'est quand même beaucoup plus révélateur que juste une interrogation sur un bout de papier qui lui dit décrivez-nous de quelle façon vous allez réagir dans ces cas-là, ou pire, qui va lui dire parmi ces deux solutions ou parmi ces trois solutions, qu'est-ce qui convient le mieux, se laver les mains en sortant des toilettes ou ne pas se laver les mains en sortant des toilettes. Enfin, il n'y a juste aucune chance en fait, que la personne tombe dans le piège. En tout cas, je le souhaite pour tous, ou tous ceux qui vont aller dans le restaurant en question. Et donc oui, il y a la partie apprentissage, pédagogie, la partie sécurité, la partie vivre une expérience autour de la marque, autour du produit, comme tu en parlais tout à l'heure. Oui, c'est par exemple faire en sorte de pouvoir tester un produit grâce à la réalité virtuelle. Je prends l'exemple, tu rentres dans ta voiture, dans une voiture, dans un showroom, et tu vas pouvoir sélectionner les différentes options, la matière de l'intérieur, la couleur, la matière des sièges. Bien sûr. Et faire en sorte de faire ta sélection en fait, Bien sûr. Ça, en étant vraiment à l'intérieur et en visualisant ce qui t'entoure. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant en termes d'expérience pour l'utilisateur. C'est aussi super intéressant pour les sociétés parce que ça permet de réduire les coûts. Ça permet de faire en sorte d'avoir l'un ou l'autre modèle en concession, de faire en sorte que les modèles soient bien espacés, bien mis en avant et que les véhicules ne soient pas les uns sur les autres. Et puis après, voilà, les différentes textures à l'intérieur, les différentes jantes, etc. Tout ce qui peut exister dans toutes les options, tu vas pouvoir les visualiser via la technologie. Oui, et éventuellement presque les toucher. Parce que dans ces... peut-être pas dans toutes, mais dans une partie des contrôleurs, il est également possible d'avoir ce qu'on appelle un retour haptique. Et donc, comme sur l'Apple Watch par exemple ou l'iPhone, le fait de ressentir la pression, d'avoir un retour, mais vraiment au niveau sensation, c'est quelque chose qu'il est de plus en plus possible de faire. En prenant ton exemple en fait, pour les showrooms automobiles, c'est sûr que ça peut se passer en showroom, l'expérience aussi en réalité virtuelle peut se passer chez les personnes, le dimanche, tranquille, en train de se dire tiens, quelle voiture je vais pouvoir choisir. Maintenant, ces casques-ci, on n'en a pas encore parlé, mais sont de moins en moins chers.
Ça va de 200 € à 400 € pour les plus costauds si on parle de ces Oculus Go et Oculus Quest. Donc ça veut dire en fait que ce sont des outils qui vont être déployés de plus en plus. Qui se démocratisent, qui sont sans fil, donc on n'a pas besoin de commencer à tirer les câbles jusqu'à l'ordinateur ou la PlayStation, etc. Non, c'est pas nécessaire. On peut les porter et directement avoir l'expérience, effectivement, comme si on était en concession, ou bien avoir l'expérience en concession, peut-être avec un plus gros ordinateur derrière, un système un petit peu mieux pensé, peut-être un siège de voiture comme ça doit l'être pour qu'on ait vraiment toutes les sensations. Et finalement, en pensant à ce genre d'expérience, ça ringardise complètement le fait d'avoir le vendeur à côté, un écran sur lequel on voit la voiture avec le car configurator habituel où on va choisir les couleurs et les options. C'est bien d'un point de vue extérieur, mais d'un point de vue intérieur, le fait de vivre à l'intérieur du véhicule ou éventuellement peut-être de visiter une maison, ben forcément ça va apporter un vrai plus et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre au travers d'un écran. C'est impossible. On ne peut pas se rendre compte des dimensions, on ne peut pas se rendre compte des textures, on ne peut pas se rendre compte de comment la lumière va donner sur tel et tel matériau. Et c'est ça qui fait toute la force de la réalité virtuelle, quoi. C'est certain, et on peut donner d'autres exemples. Tu parlais de la visite d'une maison. On peut imaginer faire la visite d'un hôtel comme ça, effectivement, d'une maison qu'on souhaite acheter. Bien sûr. On peut penser à une ville aussi pour du tourisme, le fait de se retrouver en fait dans les endroits clés d'une ville. Bien sûr. On peut vraiment imaginer plein de choses. C'est vraiment être transposé en fait dans un autre endroit, faire en sorte de tester des choses. Exact. Et comme tu le disais, maintenant avec les manettes qui existent, on peut vraiment il y a beaucoup plus d'interactions qui sont possibles et on peut être réellement acteur dans cette expérience. Tout à fait. Spectateur. Exact. Et puis moi j'aime bien le côté un peu éthique et empathique autour de la technologie en question parce que quelque part il y a des pays en fait que certaines personnes ne pourront jamais visiter. Et ça donne l'opportunité, comme tu le disais, de pouvoir vivre une partie de l'expérience dans le pays. Alors évidemment, on n'a pas tout, on n'a pas les odeurs, on n'a pas la culture avec, etc. etc. Mais malgré tout, on peut profiter d'un petit peu de l'ambiance, on peut se faire une projection de ce que ça va être réellement. Et ce n'est pas forcément de la modélisation 3D, ça peut être vraiment une caméra à 360 degrés qui est là-bas et qui est en train de te faire vivre ce qui existe là-bas. Donc c'est vraiment, vraiment super sympa, je trouve, comme concept. Voilà, donc ça c'est pour tous les usages plus pratiques. Après, c'est vrai qu'il y a un côté ludique en fait qui est inhérent à la réalité virtuelle et qui existe aussi du côté de la réalité augmentée et qui est ce côté ludique qui fait que ça ressemble vraiment à un jeu et c'est sans doute pour ça aussi que les gens font des raccourcis de se dire la réalité virtuelle c'est que pour les jeux vidéo quoi. Oui. Mais non, c'est pas le cas, mais voilà, c'est vrai que... Mais c'est un gros plus en même temps, parce que la bonne nouvelle, c'est que l'homme apprend le mieux en s'amusant. Exact. Qu'à partir du moment où que tu laisses un enfant ou même un adulte dans une situation où il va s'amuser pendant qu'il fait l'acquisition de la matière, il va l'acquérir beaucoup plus que de se trouver devant... toi, tu as eu l'habitude de le faire, devant des syllabies, à devoir bosser pendant des heures et des heures pour accumuler finalement une matière en fait énorme qui ne sera pas peut-être toujours exploitable parce qu'on va se souvenir d'une partie, peut-être pas de tout. Ça je ne sais pas, c'est toi qui peux répondre peut-être plus que moi. Mais Oui, c'est vrai que en fait, quand tu fais du bourrage de crâne comme ça, tu oublies très vite. Après ça revient relativement vite aussi, une fois que tu te replonges dedans, mais c'est vrai que non, en fait quand tu te manges des syllabies et des syllabies, tu peux évidemment pas tout retenir. Non, c'est sûr. Et puis ça correspond à un type d'apprentissage aussi. Alors après, on en parlait justement aussi il y a quelques temps avec les autres managers de chez Underside, mais le fait que chacun a son type d'apprentissage, chacun a ses moyens de communication avec autrui. Et ça, pour moi, en fait, s'il y avait eu ça encore un peu plus tôt, en fait, quand j'étais dans l'adolescence, ben oui, ça m'aurait beaucoup aidé à faire l'acquisition de matière parce que j'ai besoin de tester, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'interagir pour pouvoir apprendre. Et donc ça, c'est vraiment un moyen formidable en fait de pouvoir le faire. De pouvoir vivre un cours en ligne aussi et pas juste un didacticiel sur Internet, de pouvoir, je sais pas moi, se retrouver au MIT parmi
une salle comble, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Le fait de pouvoir assister à un match de tennis comme on l'avait fait avec Underside, hein, tu te souviens? C'était un peu comme ça qu'on l'avait fait sur un tournoi 15 000 $. On avait fait en sorte de venir installer des caméras à 360 degrés. Les personnes pouvaient, au travers de la réalité virtuelle, assister à l'expérience. C'était au travers de YouTube en plus cette fois-ci, et on avait le casque, on se connectait à YouTube et toutes les images étaient retransmises sur YouTube en 360 degrés. On arrivait vraiment à voir la balle en fait, donc technologiquement c'est prêt, il y a quelque chose, il y a un déclencheur qui s'est fait il n'y a pas tellement longtemps, mais on pouvait voir la balle, les mouvements étaient fluides, et pourtant c'est passé en 4G, 3G, 4G, et tu te souviens, il y avait eu plus de visiteurs via la réalité virtuelle, alors que c'était un premier essai, plutôt que sur le terrain de tennis finalement, quoi. Ouais. Donc là, on est dans un cadre nouveau plus ludique. Oui. En fait. Et donc, si on parle de parc d'attractions, on voit de plus en plus des cases de réalité virtuelle qui sont utilisées pour venir se compléter en fait à l'expérience que tu vis dans une attraction. Oui. Du côté des expériences Halloween, autour de l'horreur, il y a beaucoup de choses qui se font. Tout à fait. Et oui, sinon Et aussi, en fait, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est des idées qu'on a depuis des années maintenant, de pouvoir se dire, faire un événement autour d'Halloween avec de la réalité virtuelle, avec l'un ou l'autre partenaire d'événementiel. C'est quelque chose qu'on a dans la tête depuis très longtemps. Moi, maintenant, il y a plein d'idées qui naissent chez Underside et on ne peut pas toutes les réaliser, mais c'est vrai que ça en fait partie. C'est certain que ça plairait aux gens plus que tout, en fait. Et à l'heure actuelle, ce qui est mis en place dans certains parcs, etc., n'est pas suffisant. On peut aller beaucoup plus loin au niveau de la richesse et de l'ambiance, en fait de la richesse de l'expérience et de l'ambiance générale qui est rendue par les casques de réalité virtuelle et ce que nous permet la technologie aujourd'hui. Et puis la thématique d'Halloween, c'est une thématique qui est super tendance, que nous on adore chez Underside, oui. Mais qui a beaucoup de... Moi c'est pour les bonbons. Oui. Vegan, oui, bien sûr. Non, c'est une thématique qui fonctionne très bien, on entend beaucoup parler et les gens fêtent beaucoup plus, j'ai l'impression encore plus qu'il y a quelques années. Et oui, les gens sont attirés en fait par ce qui fait peur. Bien sûr. Parce que ouais, c'est un peu challengeant, quoi. Tu dois un peu aller au-delà de tes propres limites. Oui. Et du coup, c'est ça en fait qui est encore plus intéressant. C'est un exhausteur de sensations, hein. C'est vraiment ça. Et quand tu parlais de l'horreur, etc., mais c'est juste le signe qu'effectivement, on va vivre une émotion qui est hors du commun. Et faire vivre les émotions, c'est ce qu'on a de mieux à faire en fait avec la technologie. Et donc, quand tu parlais de la partie horreur, etc., je me souviens, et pourtant j'adore tout ce qui est horreur, un peu comme toi aussi, films d'horreur et autres, mais je me souviens avoir reçu en même temps que le premier PlayStation VR, avoir acheté un jeu d'horreur. Je l'ai laissé, mais genre 2-3 minutes sur la tête en fait, tellement c'était immersif et tellement l'émotion était intense. Du coup, pour en revenir là-dessus, mais autour d'une marque, autour d'un produit, autour d'un service, c'est juste dingue ce qu'on peut arriver à créer comme sensation et comme émotion. Les possibilités sont infinies. Oui, vraiment. Ça, définitivement, on peut marquer les gens, quoi. Oui. Et j'avais un autre exemple en tête. En fait, on a eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, du côté de Paris, oui. de tester un escape game en réalité virtuelle. Oui. Déjà, ça pour le côté team building, c'est super intéressant aussi parce que tu vis vraiment quelque chose en équipe. Exact. Tu dois réaliser des missions, mais tu le vis réellement. Et je me souviens, en terminant l'expérience, avoir enlevé le casque et m'être rendu compte en fait qu'on était dans une petite pièce carrée, quoi. Bien sûr. Avec rien du tout à l'intérieur. Tout à fait. Moi, de mon côté, j'étais dans la pièce avec Maxence et tous les deux, on a quand même bien rigolé en fait parce que à un moment donné, dans la réalité virtuelle, tu te souviens, il y a un passage entre une passerelle, enfin il y a un trou en fait, entre une passerelle et puis l'endroit où tu te trouves et tu lèves vraiment le pied alors que pourtant ton cerveau sait pertinemment bien, si tu objectives, que le sol est en béton et il n'y a pas de trou dedans, a priori tu ne vas pas tomber, mais tu lèves le pied dans la réalité virtuelle, que tu sois manager, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans, en fait ça ne change rien, c'est la même chose en fait, c'est la même chose que tu vis en fait. Tu es complètement immergé dans l'environnement.
Et il y a un côté, en fait, en tant qu'être humain, on est des êtres super curieux. Oui. Et il y a ce côté en fait, d'exploration qui est super chouette aussi dans la réalité virtuelle. Je me souviens en fait, de cette expérience. Tu vois plein de choses autour de toi, tu vois un livre, tu peux le prendre, tu le retournes, c'est hyper naturel. Quoi. Bien sûr. Pour lire le résumé derrière où il y avait un code, je sais plus quoi, tu peux le retourner de manière super naturelle. Tu trouves une balle, tu la ramasses, évidemment, il a fallu... Tu la balances vers la figure de quelqu'un. Pauvre Olivier. Tu trouves en fait plein de choses autour de toi et tu as ce côté de vouloir tester, toucher à tout. Bien sûr. Et comme tu dis, en fait, l'homme est curieux. Et ça, c'est quelque chose que la réalité augmentée et la réalité virtuelle peuvent... en fait, ces deux technologies fonctionnent très bien avec ce constat d'être curieux pour l'homme. C'est-à-dire que si on prend de la réalité augmentée et qu'on dit à quelqu'un, ben, sur ce poster, si tu prends de la réalité augmentée, tu vas découvrir quelque chose, les gens vont avoir vraiment l'envie de le faire. Et donc vont vraiment s'immerger. Et à nouveau, on n'est pas dans le principe où on pousse de l'information et des requêtes vers la personne pour que la personne réalise quelque chose. Non, ici, c'est plutôt l'être humain qui est attiré en fait par l'expérience et qui va rentrer naturellement dedans s'il le désire. Et ça, c'est vraiment chouette. Même chose au niveau de la réalité virtuelle, on peut très bien prendre ce casque, y mettre une chouette expérience de réalité virtuelle, le déposer ici, mettre un Try Me par exemple, et je suis sûr que Romane, qui est toujours derrière notre caméra, qui est la femme dans l'ombre, aura qu'une seule envie, c'est venir tester en fait la réalité virtuelle et découvrir en fait le monde qui se cachera derrière, quoi. C'est sûr. Voilà. Que dire de plus en fait sur la réalité virtuelle? Ben, on a un petit peu fait le tour. Après, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'usages qui ne sont pas encore suffisamment exploités pour l'instant, je pense. Oui. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure aussi. Le produit, la technologie est encore en train de se positionner et faire sa place sur le marché. Tout à fait. Donc je pense qu'on n'est pas encore au plein potentiel de la technologie. Et pourtant, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps. Oui. Ça fait de nombreuses années. Même dans les années 80, Sega avait fait des tentatives. Il y avait, avec des lunettes qui étaient des lunettes de 3D, hein, pas réellement de réalité virtuelle, mais il y avait déjà un petit peu cette immersion dans des mondes 3D en fait, qui était poussée. Il y avait aussi une société en fait, qui était, je pense qu'elle s'appelait Virtuality, qui ne faisait qu'une seule chose, en fait, c'était des tapis sur lesquels tu pouvais marcher avec un casque de réalité virtuelle ou une voiture en fait, que tu pouvais conduire avec un casque de réalité virtuelle. Ça s'est vendu dans des entreprises, ils faisaient des modèles professionnels. J'ai retrouvé ça, tu as l'archive de l'Internet, sur lequel tu peux, enfin du web, sur lequel tu peux te rendre, et j'avais été sur le site internet de l'époque, des années 90 en fait, de Virtuality, en tout cas si c'est bien son nom, et je me souviens très bien qu'ils avaient un positionnement déjà à l'époque consumer, donc pour monsieur, madame, tout le monde, mais aussi leurs produits étaient déclinés en version blanche, je pense, pour la partie professionnelle. Donc effectivement, on avait déjà cet attrait, mais la technologie n'était pas encore mature. La quantité de données qu'un ordinateur pouvait traiter à l'époque, en fait, et particulièrement en étant dans un casque, était limitée. Et donc on se retrouvait avec des polygones assez grossiers et avec quelque part un manque de fluidité. Et ça, le manque de fluidité tue vraiment l'expérience parce que va rendre malade l'utilisateur, ce qui n'est plus le cas maintenant du tout. Maintenant, avec les nouveaux casques de réalité virtuelle, on a vraiment diminué un maximum le motion sickness. Et d'ailleurs, les personnes qui ont essayé la réalité virtuelle il y a 2 ans d'ici, je les encourage et qui étaient malades, je les encourage très fort à réessayer maintenant parce qu'il y a énormément de chances qu'elles ne le soient absolument plus. J'étais hyper sensible à ça. Dommage pour quelqu'un qui fait partie du management en fait, d'une société comme la nôtre, mais maintenant je ne le suis plus du tout parce que le champ de vision est augmenté, parce que la fluidité est là, et donc finalement j'ai plus cette sensation d'être vaseux après l'utilisation et l'usage. Donc oui, ça continue à évoluer, les prix baissent, et donc finalement il y a une adoption plus importante qui va se faire, et puis voilà. Oui, on est vraiment en plein dans le développement en fait, de ces technologies, aussi bien pour la réalité augmentée que la réalité virtuelle. Exact. Je suis vraiment curieuse de voir en fait, ce que ça va donner d'ici quelques années. C'est sûr. On voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt du côté de la société. Oui. On a de plus en plus de demandes. Tout à fait. Mais voilà, je suis vraiment curieuse de voir.
En bref, la réalité virtuelle, à ne pas confondre avec les jeux vidéo, pas uniquement. C'est aussi un tas d'usages professionnels, pédagogiques, faire vivre des sensations autour d'une marque, d'un produit. On est vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses. Est-ce que vous connaissez bien la différence entre réalité virtuelle, réalité augmentée? Et globalement, en fait, n'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis, on leur dit au revoir. Ciao. Ciao. Donc, en conclusion, ne pas confondre réalité virtuelle et jeux vidéo, c'est hyper important. Il y a plein d'usages différents au niveau du professionnel. Et réellement, n'hésitez pas à nous demander de l'information, à échanger avec nous autour de la réalité virtuelle. On voudrait vraiment savoir ce que vous en pensez. Changez le monde.